les bases optiques et l'examen clinique et la réfraction et comment corriger l'hypermétropie. Je vais passer vitement. En fait, les amétropies sont caractérisées par l'incapacité de l'œil sans accommodation à voir nettement les objets situés à l'infini. L'hypermétropie, c'est une amétropie sphérique et c'est une amétropie qui est souvent bien tolérée et ignorée. Pour la classification de l'hypermétropie, on a l'hypermétropie acquise qui se voit chez l'adulte, soit dans le cadre d'une affection oculaire isolée ou bien dans le cadre d'une affection générale qui m'a microphthalmie. Il y a la phakique, donc c'est une hypermétropie de puissance dont les caractéristiques de n'être soumise à aucun phénomène d'accommodation. L'hypermétropie acquise après la chirurgie cornéenne et la deuxième classe, c'est l'hypermétropie constitutionnelle qu'on le voit chez l'enfant, surtout à un âge précoce. En fait, au-dessus de 3 dioptries d'hypermétropie, les incidences de strabisme et d'amblyopie sont nettement plus importantes. La définition de la microphthalmie, c'est une longueur axiale qui est inférieure à 20 mm, avec des malformations oculaires associées, un colobome, une cornéa plana, une cataracte congénitale, des anomalies vitréorétiniennes et des malformations générales. Quel est le risque de microphthalmie? Le risque, c'est de faire une crise de glaucome par fermeture de l'angle. Il y a aussi des anomalies au niveau du fond de l'œil, avec une pseudopapillite et une tortuosité vasculaire. Sur le plan épidémiologique, en fait, l'hypermétropie, elle est peu étudiée par rapport à la myopie, mais elle est plus fréquente que la myopie. Qui m'a l'année. Donc, selon les études, donc l'hypermétropie, la prévalence, elle est plus importante que la myopie. Sur le plan épidémiologique, donc l'hypermétropie, elle concerne 75 à 80% des nouveau-nés. Selon une étude australienne, la prévalence elle est de 13,2% à 6 ans et de 5% à 12 ans. L'ethnie la plus touchée, c'est les Caucasiens. Et la prévalence de l'hypermétropie, de plus de 3 dioptries, elle est de 9,9% aux États-Unis et de 11,6% en Europe. Elle est plus fréquente chez la femme, donc elle est de 13,5% chez l'homme et de 18,6% chez la femme. L'hypermétropie n'est pas un facteur de cécité, myopie, et la prévalence de l'hypermétropie reste quand même stable dans le temps. Il varie peu avec l'âge et les échos. Passons aux bases optiques de l'hypermétropie. En fait, l'œil hypermétrope, c'est un œil qui est court. Donc, le foyer image d'un objet situé donc, à l'infini, il va se situer en arrière de la rétine. Et d'autant plus en arrière que l'hypermétropie, elle est forte. Pour le parcours accommodatif, la différence entre le punctum proximum et le punctum remontant, ce parcours accommodatif, il est plus court, par rapport à l'œil hémétrope d'un sujet de même âge. Chez l'hypermétrope, le punctum remontum, il est situé en arrière de la rétine, et le proximum, le point le plus proche net, vu nettement avec accommodation, il est plus éloigné que celui de l'œil hémétrope. Et de ce fait, le parcours accommodatif, il est plus court qu'un œil hémétrope. L'axe visuel forme un angle kappa. L'angle kappa est défini par un angle entre l'axe visuel et l'axe pupillaire. Cet angle kappa, on a une augmentation de l'angle kappa par rapport à l'hémétrope et le myope. Donc, l'hypermétrope, il accommode en permanence. Pour ramener le foyer image sur la rétine, il est obligé d'accommoder pour voir net de loin. La vision de près nécessite un effort d'accommodation plus important que chez l'hémétrope. Donc, la réserve accommodative d'un œil hypermétrope non corrigée est importante et la convergence peut s'en trouver déréglée avec une isodéviation. La femme a des troubles moteurs et des troubles avec isodéviation fait l'hypermétropie non corrigée. De fait, de l'accommodation, il y a plus importante que la vision de près. Qui m'a une contraction plus prononcée de muscles ciliaires
avec un cristallin qui va changer de position en position plus antérieure, surtout vision de près. Pour les étiologies, comme étiologie, je n'en ai pas pour l'hypermétropie. On a parlé d'un œil qui est court, donc déjà, ça va de soi, l'axille, qui m'a myopie. Donc, l'hypermétropie axiale, on a plutôt une longueur axiale qui est plus courte, c'est-à-dire inférieure à la longueur axiale normale d'un œil hémétrope. À 22. Donc, la deuxième étiologie, c'est l'hypermétropie de courbure. Quand on a un problème au niveau de la cornée ou bien un cristallin qui est plat. L'hypermétropie d'indice, quand on a un trouble réfractif avec un indice réfractif diminué par rapport à l'hémétrope. Une hypermétropie positionnelle quand on parle d'un cristallin postérieur. Et la phakie, soit congénitale ou bien acquise. Donc, les hypermétropies axiales sont les étiologies la plus fréquentes. Et généralement, pour chaque millimètre, pour chaque millimètre, on va compter 3 dioptries. La longueur axiale, elle est inférieure à 23 mm. Et l'hémicrophtalmie, l'hypermétropie forte, plus 15 à plus 30 dioptries, où tous les diamètres de globe oculaire sont réduits. Donc l'antéro-postérieur, vertical et le transversal. Et la longueur axiale, elle est trop courte, mais le cristallin reste épais. Donc, ils sont considérés aussi tout ce qui est anomalie dans le segment postérieur, il y a une diminution de la longueur axiale antéro-postérieure, qui m'a par exemple les décollements cérébro-rétiniens, le CRAC, un œdème maculaire très important qui va raccourcir la longueur axiale antéro-postérieure, va donner un processus expansif sous-rétinien ou rétro-oculaire qui va raccourcir la longueur axiale, ça va donner une hypermétropie axiale. Les hypermétropies de courbure sont essentiellement de cause cornéenne, qui m'a la surcorrection, les types chirurgie réfractive, ou bien la cornéa plane. Les hypermétropies d'indice sont liées à des anomalies d'indice de réfraction cristallinienne, qui m'a les subluxations et les luxations postérieures ou carrément la phakie. Donc, la biométrie d'un hypermétrope. Donc, l'œil hypermétrope qui m'a de petite taille, donc il a une configuration anatomique particulière. Le diamètre de la cornée est plus petit, la flèche de la courbure également. La profondeur de la chambre antérieure, par contre, le cristallin, c'est le volume, et il sera antérieur, plus bombé, en position plus antérieure. Il va être plaqué contre l'iris, ou avec une condition biométrique qui va prédisposer le patient à une crise aiguë par fermeture de l'angle primitif. Cette condition biométrique, ça va poser un problème dans le calcul d'implant. Ce n'est pas les mêmes formules qui m'a l'œil hémétrope. Généralement, les formules de calcul d'implant adaptées aux yeux courts, on a les formules OLEDAI 2, OFER et IBIS. D'autres anomalies, on fait l'hypermétropie, on a les petites papilles, voilà, ce qu'on appelle les papilles charnues, qui m'a l'année. Donc, c'est une papille, tu le confonds avec un œdème papillaire. Donc, généralement, on a des patients un glaucome associé, on a une difficulté à évaluer l'excavation. Quelques définitions très importantes à connaître. Donc, l'hypermétropie absolue, ça correspond à la valeur de verre convexe le plus faible compatible avec la meilleure acuité visuelle de loin. Elle ne peut pas être compensée par l'accommodation. L'hypermétropie manifeste, ça correspond à la valeur de verre convexe le plus fort. Elle est obtenue par la méthode de brouillard, et elle est compatible avec la meilleure acuité visuelle de loin. À partir de ces valeurs sont définies l'hypermétropie facultative. C'est une différence entre l'hypermétropie manifeste et l'hypermétropie absolue. Et l'hypermétropie latente, l'hypermétropie qui résiste les cycloplégiques. Donc, finalement, une hypermétropie totale, c'est une association entre hypermétropie latente et hypermétropie manifeste. Et l'hypermétropie manifeste,
هي la somme de l'hypermétropie facultative et l'hypermétropie absolue. Donc, elle est résistante au cycle plégique et nous avons l'hypermétropie corrigée, l'hypermétropie manifeste. Qui fait chichouf l'hypermétrope? En fait, sans correction optique, la vision elle est nette de loin, il accommode, donc au dépend d'un effort d'accommodation accru. Par contre, la vision de près elle est toujours floue et il va surcroître l'effort accommodatif et il va donner ce qu'on appelle l'espace d'accommodation et l'asténopie. Comment évolue l'hypermétropie avec l'âge? حسب رايكم قداش l'hypermétropie physiologique on tolère حتىك شي قداش كيجيك enfant تعمل له réfraction تلقاه enfant âgé de 2 ans par exemple حتىك قداش تقول c'est physiologique je corrige pas حتى نخلطوا حتى ساعات plus 3 dioptries اذا كاين en absence de صحيح des troubles oculomoteurs. Donc, on peut tolérer jusqu'aux 3 dioptries à caractère physiologique. Donc, il ne faut pas corriger. Donc, l'hypermétropie est atteinte vers l'âge de 6 à 10 ans. À l'âge de 6 à 10 ans, jamais que tu exiges à un enfant de voir 10 sur 10. À l'âge de 6 ans. Donc, au-delà de 3 dioptries, elle n'est plus physiologique. Elle ne doit pas être négligée chez l'enfant car elle est pourvoyeuse, bien sûr, d'isotropie et d'amblyopie. Donc, l'hypermétropie, après, elle va passer par un minimum de changement entre l'âge de 15 ans et de 35 ans. Et à partir de 40 ans, il y a une addition de plusieurs effets. L'hypermétropie, elle augmente progressivement par diminution de la puissance réfractive de cristallin due à l'homogénéisation optique et à la diminution des courbures antérieures et postérieures, c'est-à-dire la croissance de cristallin. Le punctum proximum étant plus éloigné, il va s'éloigner toujours davantage. Il faut porter la correction et le phénomène de presbytie vers l'âge de 40 à 45 ans qui vont rendre qu'à partir de l'âge de 40 ans, un hypermétrope doit être toujours corrigé. Une portion de l'hypermétropie latente va devenir manifeste avec l'âge et la plupart de l'hypermétropie facultative va devenir absolue. Pour l'hypermétropie pathologique, donc l'hypermétropie congénitale forte, elle est exceptionnelle, donc elle va être associée à d'autres anomalies oculaires, cristalliniennes, anomalies de tonus oculaire, et là la nécessité de correction optique totale dès le jeune âge s'impose. Il y a d'autres conditions pathologiques marquées tout ce qui est soulèvement maculaire, épaississement odémateux ou compression de pôle postérieur de l'œil. La fatigue, donc dans ce cas, la longueur axiale, elle est normale et on parle d'une hypermétropie de puissance. Donc, la puissance, elle est variable chez l'enfant puisque le globe oculaire, il est en croissance permanente et on a une variation minime chez l'adulte. Les hypermétropies post-chirurgicales, après chirurgie réfractive donc pour la myopie, après photoablation de surface pour les dystrophies cornéennes, après kératoplastie, les patients sont non habitués cérébralement, donc d'où l'inconfort sensoriel et est souvent associé à un astigmatisme aussi. Les modifications aussi des constantes biologiques, comme l'hyperglycémie sévère chez les diabétiques, une hypermétropie transitoire qui peut durer 3 mois. Il ne faut pas corriger. Il y a des patients en déséquilibre glycémique. Il faut attendre que la glycémie se normalise et on fait la correction. Association hypermétropie et amblyopie. On a en fait l'hypermétropie, elle est amblyogène ou artée. Il y a une hypermétropie qui est bilatérale, elle est importante, surtout supérieure à 5 dioptries. Il y a une aniso-hypermétropie, une différence entre les deux yeux qui varie de 1 dioptrie à 6 dioptries, c'est amblyogène. Comment s'associent les troubles de divergence avec l'hypermétropie? L'hypermétropie non corrigée va donner une hétérophorie, c'est une déviation qui est latente, ou bien une déviation qui est manifeste, ça s'appelle hétérotropie.
L'association aussi de l'hypermétropie avec la crise de GFA, donc je viens de l'expliquer, par la condition biométrique. Pour l'examen clinique, donc comme l'hypermétrope accommode en permanence, la mesure de l'hypermétropie totale nécessite toujours une cycloplégie efficace pour annuler l'accommodation. Sinon, sans cycloplégie, on aura une hypermétropie qui est sous-estimée. Pour les circonstances de découverte, donc, on peut découvrir une hypermétropie en bas âge alors que le patient il se présente pour un strabisme, des troubles moteurs, qui est le strabisme accommodatif, au cours de la vie de scolarité ou à la vie professionnelle par des signes fonctionnels, plus tardivement par l'apparition du presbytie précoce, après chirurgie de cataracte, pour qui on a une erreur de calcul de puissance de l'implant, il dit que le patient va dire le patient a 10 sur 10. C'était une hypermétropie, elle est inaperçue, mais on fait pour l'acuité visuelle, mais 10 sur 10 en post-opératoire. Et oui, en cas de décompensation de l'hypermétropie, certains patients ils ont une baisse totale de l'acuité visuelle. Pour les signes fonctionnels, on a les hypermétropies faibles et modérées de sujets jeunes, qui asymptomatiques longtemps, il y a large chez le patient. Pour l'adulte, elle peut se traduire par des céphalées, des spasmes accommodatifs, une asténopie, des irritations oculaires, des chalazions à répétition, méfiez-vous, les chalazions à répétition bilatérale et la traînante qui ne s'améliore pas sous corticothérapie locale, il faut toujours faire une réfraction sous cycloplégie. L'interrogatoire, il faut prendre contact bien sûr avec le patient, voir le motif de consultation, selon l'âge préciser l'âge du patient, voir les antécédents généraux et oculaires, la notion de la baisse de l'acuité visuelle et notion très importante, c'est la profession. C'est très important de voir les exigences professionnelles du patient pour bien prescrire la correction et la distance nécessaires pour travailler. C'est très important à préciser. Donc, mesure de l'acuité visuelle, je passe. Donc, l'examen oculomoteur, c'est très important à faire. Il faut faire un test à l'écran, examen de la vision binoculaire, l'évaluation de la convergence et il faut donc mettre en évidence toute perturbation de la vergence qui impose une cycloplégie, une correction optique totale de l'hypermétropie. Donc l'examen au biomicroscope, donc voir les annexes, la profondeur de la chambre antérieure, l'examen de l'angle éritocornéen, l'aspect de la papille, faire la réfraction automatique et la cycloplégie. Donc, la correction de l'hypermétropie, elle est délicate, elle est plus difficile à cause des spasmes d'accommodation. Le pied c'est le patient, il est 10 sur 10 et de près par une autre 2. Donc, la difficulté, c'est de révéler la totalité de l'hypermétropie, d'où l'intérêt de faire la réfraction sous cycloplégie. Pour la réfraction subjective, il faut toujours ajuster la correction d'un œil par rapport à celle de l'autre pour atteindre l'équilibre réfractif. Le test rouge-vert. Donc, normalement, les chauffés bébés, c'est le vert. Donc, le principe, c'est de rechercher l'inversion du couleur et laisser la métrope dans sa couleur. C'est-à-dire, on fait un test de mise au point, il faut brouiller la sphère de 0,5 à 1 dioptrie jusqu'au voir mieux dans le rouge. Après, vous débrouillez la sphère par palier de 0,25 jusqu'à l'inversion de rouge-vert. Gardez la première sphère suivant l'inversion pour l'hypermétrope. Test de vérification, c'est à la recherche d'une sous-correction. La croix du Jackson. Donc, Tarfou. Donc, c'est le même principe. L'objectif, c'est de voir la netteté entre les lignes verticales et les lignes horizontales. La méthode de brouillard améliorée par Swan, c'est une indication idéale pour le jeune hypermétrope ou mal corrigé pour lever un spasme d'accommodatif. Je connais la méthode de brouillard quand il corrige l'hypermétropie. Moi, je bâche. En fait, il faut calculer rapidement la sphère de brouillage, les IF de Désiens, c'est-à-dire l'acuité visuelle où l'accommodation se relâche
le mieux. Et en pratique, on va ajouter algébriquement de 1,25 dioptrie à 2 dioptries et à faire lire le 1 dixième. Et par la suite, mettre la sphère de brouillage à 2 dixièmes. Après, on va débrouiller par palier de 0,25 en observant la progression de l'acuité visuelle. Et quand on va s'arrêter, si le patient voit aussi net les octotypes après 2 débrouillages successifs de 0,25, on va garder la sphère la plus convexe qui va donner la meilleure acuité visuelle de loin. Non. Mais, impossible تعملها هي ça prend de temps là تاخذ وقت بالحق ما هي la plus efficace et la plus sûre معنا دكتور لجمي نعملوا لهم un exemple على tableau pour la méthode de brouillard هي تاخذ وقت elle est chronophage mais surtout انا bon اللي hypermétrope corrigé من قبل ونعرفوا كونو généralement ما نعملش اما اول مره باش يجي والا الي ماهوش مرتاح في الكوريكسيون تاعو دونك نعم معناتها جو لو في دونك نورمالمون تخليه تشوف لا سفير اللي يشوف بها 2 ديزيام اون فيز با 10 ديزيام ما تحطلوش 10 ديزيام مش باش يشوف اي بعديك باش تحط له من الاول كيسكو تو فا اجوتي باهي دونك من الاول عطيني اكزامبل نتاع une correction de près. Les patients, par exemple, شنو لازم يسحق ما عندناش l'échelle نتاع عرفتوا باش نشوف قداش يكوريسبون l'échelle نتاع السوان باش نشوف قداش لازمك تزيد. En fait, من الاول patient باش تحط له tu vas viser 2 dixièmes. ما تحطوش 10 dixièmes يشوف 10 dixièmes 2 dixièmes. Par exemple, هو في الاخر بكل باش يسحق بلس مثلا في دروا باش يسحق بلس 2 ايغال par exemple بلس 2 et demi هكا ولا دونك من الاول باش تحطو tu vas viser 2 dixièmes باش تعرف روحك قداش لازمك من بعديك تهبط باللي بايي نقولوا باش ناخذ ليشيل بتاعي باش نشوف اللي لازمني نزيد من الاول باش تجي يظهر لي في ال 1.75 حاجه كيما هكا دونك وهو في الاخر بالكل هذايا الكوريكسيون اللي باش ياخذها دونك باش تحط له البلوس 1.25 تاعو باش تزيد بالبالي باش تزيد حتى باش تخلط باغ اكزومبل لهنا باش تحط له بلوس 4 ومن بعد بيان سور مش باش يشوف هو وتقول له راك ماكش باش تشوف وبعد تبدا تنقص انا ما بالحقيقه ما نقصش ب 0.25 نقص ب 0.5 خاطر ياسر تاخذ وقت ب 0.25 نقص ب 0.5 dès que هو et tu vises le 1 dixième dès que هو يقول لك توا راني قاعد نشوف ساي تقعد في الكوريكسيون هذيك tu ajustes ما بيناتهم 0.25 moins 0.25 ولا plus 0.25 c'est-à-dire تقعد فيها يا باش تزيدوا 0.25 يا باش نقصوا 0.25 et ça sera la prescription اللي باش ياخذها الباسيون داكور معناتها باش تطلع وتعاود تهبط حاجه مهمه اللي اونترين تتبدل مثلا كنت بلس 4 باش تهبط له بلس 3 ادمي باغ اكزومبل لازم يغمض عينه سينو يبقى اكومودي من الاول يغمض عينه تقول له راني باش نبدل الضوء يعاود يحل عينه باش ينجم ما يعملش اكوموداسيون جديده باش نرجعوا للزيرو داكور صحيت من غير ما هو يحل عينه باش يتفرج باش يعاود يعمل لك اكوموداسيون Donc la réfraction subjective, elle est très importante. Qui m'apprend la méthode de brouillard la plus indiquée chez l'adolescent et le jeune adulte. Il faut toujours vérifier l'équilibre binoculaire avec la correction de loin et de près. Si la lecture elle est confortable, il faut prescrire cette correction optique. Sinon, on fait une sous-correction de 0,25 des deux côtés. La correction de l'hypermétropie de l'enfant, donc la correction de l'enfant elle est plus complexe que celle de la myopie, l'hypermétropie elle est plus complexe que la myopie. Une pénalisation visuelle des hypermétropes de plus de 5 dioptries plus importante que celle des compars myopes et avec une fréquence plus importante des strabismes et de l'amblyopie.
Dans le cas de l'enfant, donc la strioscopie, bien sûr, elle est obligatoire. La correction optique totale s'impose, je viens de le dire, je l'insiste sur ça, qu'il existe des signes d'appel fonctionnels ou moteurs, un strabisme accommodatif, et un pur ou un partiel. معناتها حتى كي يجي يشوف 10 ديزيام و بي 2 نعملوا ريفراكسيون سو سكيا ونعطي كوريكسيون توتال حتى بلس 4 ولا بلس 5 سترابيزم تصلحوا الكل كي ميم با معناتها تقول له يقرا ولا ما يقراش ماكش فيه تصلحوا الكل كوريكسيون توتال. Donc, pas nécessaire de corriger une hypermétropie faible si, bien sûr, la même règle, isodéviation et la vision réduite, qui m'apprend la strabisme, correction optique totale sous cycloplégie. Par contre, les enfants, en âge scolaire, la correction optique totale, elle entraîne un brouillage de la vision. Donc, ils sont incapables de relâcher complètement l'accommodation. Ça on fait une sous-correction qui est mieux acceptée. L'ambliopie, il faut la prendre en charge, bien sûr, de façon adéquate et précoce. L'incidence de la correction optique sur les métropisations. On a une hypermétropie physiologique. Donc, est-ce que une correction optique totale, ça va entraver les métropisations physiologiques ou elle est? C'est controversé, mais ce qui est admis, que le port de lunettes de correction ne s'oppose pas au phénomène des métropisations. Comme des études, il y a une régression de l'hypermétropie, elle est moindre chez les sujets corrigés, mais comme des études, plutôt ils ont critiqué ces études, ça va entraver le phénomène de métropisation physiologique. Donc, avec la correction optique totale, l'œil hypermétrope est hymétropisé et l'accommodation des accommodations est ramenée à son niveau physiologique en vision de loin et de près. Règle générale de prescription, si on reçoit dans notre consultation un patient qui est déjà corrigé, il faut éviter les modifications importantes lors du changement de la correction. Hatta 0,5, il y a une gêne très importante. وينجم carrément يقول لك اللي ما عجبتنيش مانيش مرتاح فيها. Donc éviter les changements importants, il faut faire des corrections par palier, il faut avertir le patient. Pour une première correction, le risque c'est d'une mauvaise tolérance chez les hypermétropes, donc il faut corriger par palier. Donc les verres correcteurs de l'hypermétropie, ce sont des verres convexes, ils sont épais au centre. Donc je nomme les inconvénients. Ils vont faire déjà un agrandissement de l'image proportionnel au degré de l'hypermétropie. La distance vers œil, c'est un paramètre important pour les fortes hypermétropies. Et la valeur de lunettes convexes a un effet prismatique, circulaire, et le champ visuel, vu à travers ce verre, il est réduit. La deuxième option, c'est la correction par les lentilles. Donc, l'avantage, c'est déjà de réduire la distance vers eux. L'avantage esthétique aussi. La puissance de lentille, elle est supérieure à la puissance du verre, à partir de 4 dioptries. Pour les inconvénients, donc les lentilles de contact, ils vont réduire la grandeur de l'image, qu'on a dit le verre central épais qui va agrandir l'image. Et, le passage de correction par lunettes et correction par lentille, méfiez-vous, on peut avoir une décompensation d'une phorie préexistante. C'est-à-dire, la correction par les lentilles de contact, elle ne compense jamais une phorie préexistante. Méfiez-vous, une lentille. D'accord? Pour les lentilles rigides, ils sont indiqués dans les hypermétropies fortes. Les lentilles souples, c'est pour les hypermétropies faibles. La cornée, elle est souvent plus plate que la moyenne habituelle. La sphéricité cornéenne moyenne, elle est moins importante avec une cornée plus prolate. Et les aberrations sphériques sont plus importantes. Passons au traitement chirurgical, chirurgie réfractive pour l'hypermétropie. Donc, soit c'est une chirurgie cornéenne ablative, PKR ou bien LASIK avec le femtolasique. Le siège, il est différent que celui de la myopie. Donc, le laser, il va creuser où? L'hypermétropie. C'est périphérique. Donc, il va creuser un sillon circulaire périphérique dont le diamètre et la profondeur ils sont
dépend essentiellement du degré de l'hypermétropie et c'est indiqué pour les hypermétropies de +1 à +6 dioptries. La correction couplée, hypermétropie presbytie, est toujours d'actualité. Pour la chirurgie réfractive cornéenne additive, donc indiquée dans l'hypermétropie, pour la chirurgie de cristallin et additif intraoculaire, les implants intraoculaires sont indiqués pour les fortes hypermétropies, la chirurgie de cristallin clair et les implants FAC positifs mono ou multifocales. Ils sont réversibles et ils préservent l'accommodation. Quand la correction optique, elle est obligatoire, c'est l'hypermétropie. Donc elle est obligatoire si on a une acuité visuelle sans correction maximale non atteinte ou bien une incapacité de compenser son hypermétropie en vision de près. Quand on a une gêne visuelle ou bien chez le nourrisson, le très jeune enfant avec une hypermétropie moyenne ou forte ou bien s'il y a un déséquilibre moteur avec la nécessité de corriger toute l'hypermétropie. Des cas particuliers, patient réveillé en exophorie, il faut toujours sous-corriger d'1 à 2 dioptries. En cas de spasme d'accommodation, il faut corriger une correction totale. Pour la presbytie, donc, prescrire la correction optique maximale acceptée de loin et l'addition minimale nécessaire dans le prêt. Quel moyen de correction dépend de plusieurs facteurs, le degré de l'hypermétropie, l'anésométropie, les exigences professionnelles, les loisirs, présence ou non des loisirs, l'état oculaire et les préférences personnelles. Donc, en conclusion, la prescription de la correction, c'est un art, il faut respecter ces règles générales. Savoir, quel que soit l'âge, que le spasme d'accommodation entrave la bonne prescription de la correction optique, d'où l'intérêt de faire la cycloplégie. La méthode de Breuer est la base pour la correction de l'hypermétropie. La correction de l'hypermétropie n'est pas systématique, dépend de plusieurs facteurs, l'âge, le degré de l'hypermétropie, la présence ou non de troubles oculomoteurs, la présence ou non des signes fonctionnels et la recherche de l'hypermétropie latente est primordiale. Et merci.